Bonjour à toutes, à tous et à toutes. Est-ce que vous nous entendez déjà? Vous nous entendez? Oui, c'est bon? Parfait. Oui. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, oui, on vous entend. Ah, super, parfait, merci beaucoup. Alors, donc, bienvenue dans ce webinaire du mois d'avril 2025. Donc, je me présente, c'est Mathé, responsable d'unité de prestation. Je suis en compagnie, je te laisse te présenter, Amandine. Oui, donc Amandine Meunier, bonjour, conseillère technique thématique en action sociale. Voilà, je gère tout ce qui est action sociale, le thème action sociale pour le webinaire partenaire de ce jour. Et également de Benoît Guérin. Donc Benoît Guérin, responsable service recouvrement. Donc je serai là pour intervenir sur le Zoom, sur la politique de contrôle, de lutte contre la fraude et le recouvrement de la compte. Alors, donc, comme vous avez l'habitude de l'organisation des webinaires, donc, dans un premier temps, on va faire un zoom sur l'actualité réglementaire du mois d'avril. Est-ce que vous voyez bien l'écran que je vous partage? N'hésitez pas à parler. Ouais, super. Parce qu'en fait, on ne voit pas forcément la conversation. Donc, on va faire un point sur les actualités réglementaires du mois d'avril 2025. Et puis ensuite, Benoît prendra la main pour le focus sur la politique de contrôle, de lutte contre la fraude et de recouvrement de la CAF. Et ensuite, Amandine sur la politique de contrôle en action sociale et des équipements sociaux. Alors, donc, un petit rappel, parce que ce n'est pas une nouveauté, parce que lors du webinaire du mois de février 2025, mes collègues vous ont présenté en détail la réforme de la solidarité à la source avec l'adossement au DRM du RSA et de la prime d'activité. Donc, vous savez donc depuis le 1er mars qu'une nouvelle étape dans la réforme de la solidarité à la source est entrée en vigueur. C'est que la déclaration trimestrielle de RSA et de prime d'activité est dorénavant pré-remplie. Il s'agit d'une simplification importante du parcours déclaratif des usagers, mais aussi de sécurisation de versement du juste droit. Le mode de calcul du RSA et de la prime d'activité, ça ne change pas. La seule chose en fait qui change, c'est le pré-affichage des données qu'on aura été récupérées directement en DRM. Donc pour rappel, en fait, et les ressources qu'on va aller récupérer directement auprès du DRM, c'est tout ce qui est revenu d'activité de substitution. Donc les salaires, les indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités journalières d'accident de travail, de maladie, les allocations chômage et tout ce qui va être pension de retraite. Et également, pour rappel, ces informations sont récupérées en MNS parce que la déclaration en MNS est obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Donc, en fait, concrètement, ce qui change maintenant dans les DTRSA et DTPPA, il y a une partie qui va être pré-remplie, donc de tous les revenus que je viens de vous citer, revenus d'activité et de substitution. Mais il y aura encore une partie déclarative. Pourquoi? Parce qu'il y a des revenus qu'on ne peut pas récupérer auprès du DRM. Donc, ça va être tout ce qui est revenus de travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs, les pensions alimentaires reçues, les revenus perçus à l'étranger, les revenus de capitaux mobiliers, tout ce qui est autres revenus, ça va être les loyers perçus, intérêts sur des placements financiers. Donc, concrètement, que doit faire l'usager? Il doit vérifier les informations pré-remplies, donc les vérifier et les valider au cas où
ne soit pas d'accord avec le pré-remplissage de l'ADT, il peut passer par la procédure du signalement pour modifier les ressources pré-remplies et il doit compléter la déclaration avec les autres revenus qu'on n'aura pas récupérés directement. Donc, comme je viens de vous le dire, les revenus de travailleurs indépendants, les revenus perçus à l'étranger, les pensions alimentaires. Alors, ce qui est bien à noter, même si l'allocataire, il n'a rien à rajouter sur sa DTR, en fait, tant qu'il ne va pas sur son compte CAF.fr dans son espace personnel la valider, les droits au RSA et à la prime d'activité ne seront pas calculés. Ce n'est pas parce qu'on récupère directement les ressources qu'il ne faut quand même pas aller faire la démarche de validation de l'ADT dans l'espace personnel. Donc, concernant les premiers retours usagers, donc pour ce mois de mars, ils sont très positifs, ce qui confirme bien que la précomplétude des déclarations de ressources facilite des démarches. À savoir aussi, c'est que 5% des usagers modifient les ressources pré-remplies. Donc, en fait, ils passent par la procédure de signalement. Et pour ceux qui, en plus, modifient les ressources, dans 80% des cas, c'est à tort. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont modifier des ressources. Ils vont aller, par exemple, nous déclarer le montant net à payer au lieu du montant net social. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que la récupération des données au DRM est fiable. Alors, donc voilà, un petit zoom de nouveau sur le changement des trimestres de référence, parce que comme ça vous a été présenté le mois dernier, du fait de l'adossement en DRM, on a été obligé de vieillir la période de référence. Donc, pour la bascule, donc en mars, pour le trimestre mars, avril, mai, maintenant, les mois vérifiés, donc la déclaration trimestrielle pré-remplie, c'est pour les mois de novembre, décembre, janvier. Pour la bascule des allocataires dans la réforme au 1er avril, dorénavant, le trimestre de référence, c'est décembre, janvier, février. Et pour la prochaine et dernière bascule au 1er mai, le trimestre de référence, dorénavant, sera janvier, février, mars 2025. Ensuite, un petit focus sur le BAFA, donc les aides proposées par la CAF. Alors d'abord, un petit rappel de ce qu'est le BAFA, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est un brevet conçu pour encadrer à titre non professionnel et de façon occasionnelle des enfants ou des jeunes en accueil de loisirs. Que ce soit du périscolaire ou non, ça peut être également des accueils en séjour de vacances, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme. Donc, il sert à développer le sens des responsabilités auprès des enfants et des adolescents, de s'investir sur une commune, dans un quartier, à travers des activités d'animation. Il permet de devenir acteur au sein d'une équipe d'animation, mise en œuvre de projets éducatifs, de vivre des moments riches et intenses tout en percevant une indemnisation et percevoir une rémunération en participant à un projet utile. Donc, la CAF propose différentes aides pour accompagner les jeunes dans la préparation du BAFA. Donc, à ce titre, la CAF fait prendre en charge une partie des frais de formation du BAFA, soit 200 €. Dans un délai maximum de 3 mois après l'inscription à la session de qualification ou d'approfondissement, le jeune doit remettre à la CAF une demande via le formulaire de demande qui est disponible sur caf.fr. Et ce formulaire doit être complété des justificatifs de formation générale, du stage pratique et de l'inscription à la session d'approfondissement ou de qualification. Donc, cette aide, elle est proposée à qui? Donc, pour les jeunes de famille avec un quotient familial à 900 €, inférieur à 900 €. Donc, il faut bien que le jeune soit à charge sur le dossier allocataire des parents. Et la CAF de la Haute-Marne propose, en complément donc, de cette aide de 200 €, une aide exceptionnelle de 450 €. Donc, les conditions pour en bénéficier, donc il faut que les parents du jeune soit allocataire et ouvre droit à l'action sociale de la CAF, donc c'est-à-dire avoir un quotient familial inférieur ou égal à 900 €. Donc ça, je viens de vous le dire, figurer sur le dossier allocataire au moment de la demande et de la réalisation du stage. Il doit être inscrit au stage de formation générale pour la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Il doit résider en Haute-Marne. Et en priorité, la bourse est versée à l'organisme d'accueil ou à l'allocataire sur production de l'attestation de suivi de la session des formations générales du BAFA, qui indique notamment le coût et les aides éventuelles obtenues d'autres organismes. Ensuite, un petit rappel, parce qu'on rentre bientôt dans la période de déclaration de nos revenus à l'administration fiscale. Donc, en effet, elle va bientôt s'ouvrir, donc mi-avril. Ce qui est important, c'est qu'avec ou sans revenu, il est important que les allocataires déclarent leurs ressources aux impôts. Pourquoi? Parce que chaque année, on récupère automatiquement les revenus des allocataires auprès des services des impôts pour actualiser leurs droits au 1er janvier de l'année suivante.
Ainsi, ils sont certains de bénéficier du juste droit. Si l'allocataire n'a pas fait sa déclaration auprès des impôts, il faudra qu'il aille faire sa démarche de déclaration de revenus sur le CAF.fr. Donc, autant éviter une démarche supplémentaire. En plus, au-delà de la CAF, en fait, les allocataires, ils ont également besoin d'un avis d'imposition pour de nombreuses autres démarches, comme par exemple les demandes de logements sociaux auprès des bailleurs sociaux, mais la tarification de la cantine scolaire, également pour les crèches, etc. Donc, comment procéder? C'est simple, hein. Il faut se connecter au site des impôts www.impôts.gouv, saisir le numéro de département, cliquer sur « Déclaration en ligne » et ensuite faire sa déclaration de revenus. Alors, un petit zoom sur France Connect Plus, qui est une nouvelle modalité de connexion sur CAF.fr. Donc, en fait, cette plateforme France Connect Plus, en fait, c'est une nouvelle solution de connexion sécurisée qui va renforcer la connexion au compte CAF et qui va remplacer progressivement France Connect. C'est une solution qui est encore plus sécurisée, qui repose sur l'identité numérique de l'usager. Donc, France Connect Plus, c'est quoi? C'est une solution de l'État qui permet de se connecter à différents services en ligne avec un haut niveau de sécurité. Plus besoin de retenir plusieurs mots de passe, une seule identité numérique suffit. Donc, l'identité numérique permet aux internautes de prouver leur identité en ligne pour accéder à différents services sans avoir besoin de créer plusieurs mots de passe. Donc, un mot de passe pour CAF.fr, pour Amélie, etc. Elle agit comme une carte d'identité, mais en ligne. Donc, l'usager peut créer une identité numérique auprès de l'un des services suivants en téléchargeant l'application mobile correspondante. Donc, soit l'identité numérique La Poste ou France Identité. Alors, si l'allocataire ne souhaite pas utiliser France Connect Plus, il a toujours le choix d'utiliser ses identifiants CAF pour se connecter sur l'espace Mon compte du CAF.fr ou l'appli mobile. À savoir que maintenant, quand on veut se connecter sur le CAF.fr ou via l'appli mobile, en fait, au moment de la connexion, il y a un mot de passe confidentiel qui va être envoyé à chaque fois par mail à l'allocataire. Donc, s'il n'a pas d'adresse mail, il ne pourra pas se connecter. Alors, un petit règle sur le secret professionnel pour sécuriser les informations qui sont transmises aux usagers. Donc, afin de renforcer la sécurité quant à la délivrance d'informations conformément au RGPD, donc Règlement général de la protection des données, donc lors d'une visite en accueil physique, donc que ce soit en accueil sur rendez-vous ou en espace multiservice, il est demandé à tout usager de présenter sa pièce d'identité. En effet, donc le personnel de la CAF est tenu au secret professionnel. Il est essentiel qu'il s'assure que les informations transmises le seront à la personne concernée ou toute autre personne autorisée. De même au téléphone, que ce soit en posture d'appel entrant, quand nos conseillers décrochent sur les plateformes téléphoniques, ou en posture d'appel sortant, quand nos conseillers appellent les allocataires pour avoir des informations. Quelques questions en début d'entretien téléphonique visant à s'assurer de l'identité de l'usager seront posées. Donc, il y a 3 questions posées, donc notamment le nom de la banque, le prénom du dernier enfant, le cas échéant, le nom du bailleur, le montant du loyer, l'adresse, la ville de naissance, le dernier montant des prestations versées. Donc, notamment, la question sur le nom de la banque peut étonner les allocataires, mais c'est vraiment des questions obligatoires que
Et là, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Ah, super, merci. Oui, c'est bon. Merci. On a fait autre chose, on est parti sur le Speechy. Parce que... Bon. Excusez-nous, hein. D'un seul coup, on parlait, on a entendu qu'on a été déconnecté. Donc, voilà. Pardon pour ce contretemps. Donc, nous allons reprendre. Donc oui, j'en étais sur l'importance de communiquer une adresse mail à la CAF. Pourquoi? Parce que ça va permettre de simplifier les démarches et les relations avec la CAF. Donner son adresse mail, c'est le meilleur moyen de gagner du temps et de ne rater aucune information importante sur les droits et le traitement du dossier usager. Donc, 4 bonnes raisons de communiquer une adresse mail à la CAF. Donc déjà, ça nous permet, nous, à la CAF, de contacter l'usager plus rapidement pour compléter son dossier, répondre à ses questions. Fini les pertes de temps avec l'envoi d'un courrier postal. Effectivement, si on n'arrive pas à joindre l'allocataire par téléphone, on lui met à disposition l'appel de pièces sur son code CAF. Il nous le scanne en retour sur transmettre un document, ce qui veut dire qu'en fait, en 48 heures, on peut avoir l'information nécessaire au traitement du dossier, ce qui ne serait pas le cas si on passait toujours par voie postale. Donc, deuxième bonne raison de communiquer son adresse mail, c'est que l'usager ne va rater aucune démarche importante. Pourquoi? Parce que la CAF, on informe par mail des nouvelles informations qui arrivent dans le dossier et les dates importantes pour les droits, comme la nécessité de refaire la déclaration de ressources trimestrielles pour les bénéficiaires RSA prime d'activité ou AH, les déclarations de ressources annuelles. Donc, il faut bien insister que l'adresse mail, elle reste strictement confidentielle conformément donc au RGPD. Et quatrième bonne raison aussi, c'est que l'usager s'inscrit dans une démarche écologique et solidaire en nous fournissant son adresse mail. Et du coup, on arrête avec le papier. Donc, en fait, si l'usager n'a pas encore déclaré son adresse mail ou qu'il souhaite changer d'adresse mail, pas de souci, c'est simple, il se connecte sur son espace personnel moncompte.fr ou via l'appli mobile. Et dans la rubrique Mon profil, il suffit qu'il aille mettre à jour ses coordonnées, son adresse mail. Alors, comme d'habitude, et ça, vous en avez l'habitude, parce que nous recrutons souvent, et là, de nouveau, nous avons une vague de recrutement de CSU, donc de techniciens de service à l'usager pour le site de Chaumont en CDD. Donc, les missions des CSU qu'on cherche, c'est la gestion des appels entrants, information et accompagnement des allocataires sur l'utilisation des services du CAF.fr, également la réponse aux courriels des usagers, les traitements de dossiers, l'accueil des allocataires en espace multiservice. Donc, la prise de poste est prévue en juin 2025 avec une formation, comme d'habitude, assurée en interne à Chaumont par la CAF. Donc, les candidatures sont à adresser à l'adresse suivante, ressourceshumaines.caf52@caf52.caf.fr. Donc, n'hésitez pas à relayer cette annonce auprès de vos collaborateurs. Les prochains rendez-vous de la CAF. Donc, il y a 2 ateliers collectifs futurs parents. Donc, un Chaumont, le vendredi 25 avril 2025 à 14h à la maternité du CHU, et un à Joinville le vendredi 16 mai 2025 à 9h30 au centre social Espace Valage. Pour le prochain webinaire, ce sera le lundi 5 mai à 10h30. Et du coup, je laisse la main à Benoît pour le Zoom sur la politique de contrôle, de lutte contre la fraude et de recouvrement. Je vais En préambule, avant de développer tous ces sujets-là, donc on a souhaité vous refaire un petit rappel sur les bons réflexes pour éviter les indus et les erreurs, notamment pour sensibiliser les usagers, puisque vous le savez, nous sommes dans un système déclaratif. Nous sommes garants effectivement du versement des fonds publics, de vérifier l'exactitude des déclarations des allocataires, donc tout en sachant que si les informations sur le dossier sont incomplètes, inexactes ou déclarées tardivement, des prestations peuvent être versées à tort, et ce qui engage donc l'allocataire au remboursement d'une dette. Donc concrètement, quels sont les éléments à déclarer auprès de l'organisme? Donc, il convient de déclarer la situation familiale, la situation professionnelle, le logement, donc l'adresse, et tout événement qui peuvent entraîner donc des modifications, notamment sur les ressources connues à la CAF. Donc, ça peut concerner l'allocataire, mais également le conjoint ou les enfants. Il n'y a pas d'exception. Sur les réflexes, juste pour rappeler concrètement,
Passe peut-être la slide suivante. Merci. Donc, déclarer immédiatement tout changement de situation, donc pour tous les membres du foyer, qu'ils soient temporaires, ponctuels ou courts. Déclarer juste pour être exact, sur la base donc, des justificatifs de revenus, pas de déclaration approximative. Comme ça a été rappelé de toute façon par Céline, on a quand même l'adossement au DRM qui permet de sécuriser à minima ces informations-là dorénavant. Ensuite, répondre aux demandes de la CAF. Une démarche sans réponse est un droit non calculé. Et ne pas hésiter à signaler les erreurs, s'il est possible de se tromper dans les déclarations et en cas d'erreur, donc il est nécessaire d'informer la CAF. Donc, comment on fait pour déclarer un changement de situation? Donc, tout simplement sur le CAF.fr ou sur l'appli mobile Mon Compte, dans la rubrique Mes démarches, déclarer un changement. Sur les notions à déclarer donc à la CAF, on a la vie de couple, mariage, pax, concubinage, début de vie commune, divorce, séparation, la vie familiale, grossesse, naissance, adoption, départ ou retour d'un enfant, arrivée ou départ d'une personne au foyer. Sur la vie des enfants également, tout ce qui est scolarisation, apprentissage, reprise d'études, entrée dans la vie active, la situation professionnelle de l'usager, du conjoint, du concubin, des enfants, c'est ce qui est en lien qu'on vient de voir juste avant, les coordonnées, état civil, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, coordonnées bancaires. Là, c'est un rappel également sur les notions à connaître pour éviter les erreurs, donc je parle notamment sur la vie de couple. Juste pour rappeler, ce que concerne la vie de couple, ce n'est pas nécessairement être marié ou paxé, mais dès lors qu'on a une communauté d'intérêt avec une tierce personne, on est dans une situation de concubinage. La vie familiale, c'est tout ce qui va concerner les absences éventuellement du territoire pour une ou plusieurs personnes. Sur la vie des enfants, donc notamment sur la question de rémunération. Si les enfants perçoivent une rémunération supérieure à 55% du SMIC, alors ils ne peuvent plus être considérés à charge au sens des allocations familiales et donc plus de prestations pour cet enfant-là. Sur la situation professionnelle, on peut avoir tout ce qui est rappelé dedans, tout changement d'activité qui doit être déclaré à la CAF et les coordonnées, on a vu l'information juste avant. Et moi, sur la situation professionnelle, j'insiste, l'usager ne doit pas attendre de nous faire sa déclaration trimestrielle et RSA aux primes d'activité pour nous déclarer un changement de situation professionnelle. Parce qu'un changement de situation professionnelle, il a un impact immédiat sur le droit de l'allocataire. Ça entraîne un recalcul immédiat. Admettons quelqu'un qui est en situation de chômage, il a différentes mesures sur ses ressources, il reprend une activité professionnelle. Dès qu'il reprend une activité professionnelle, la mesure s'arrête. Donc vraiment, réflexe pour l'allocataire, j'ai un changement de situation, je me connecte sur mon compte et je le déclare immédiatement. Je n'attends pas d'avoir une démarche auprès de la CAF à réaliser pour déclarer un changement de situation. Et ça, c'est hyper important en fait. Merci pour la précision. Sur le fait de répondre aux demandes de la caisse, donc il y a des alertes qui sont possibles. On les voit, elles sont matérialisées en rouge sur le côté gauche de l'écran, donc sur le Mon Compte, l'espace CAF, qui permettent donc d'informer les usagers. Et il y a aussi la possibilité donc, de transmettre par voie dématérialisée un justificatif à la CAF, directement dans l'onglet, la rubrique Mes démarches, onglet à transmettre. Également, l'allocataire, s'il pense qu'il a commis une erreur, il a la possibilité donc, de le signaler, et on encourage fortement à le faire, puisque même s'il y a une erreur, donc, ça peut générer un trop-perçu, et le trop-perçu doit être remboursé. Donc en parallèle, on a des campagnes qui sont effectuées par l'organisme en démarche proactive pour informer régulièrement les usagers sur des sujets comme le fait de se déclarer dans une nouvelle situation de vie commune. On a des campagnes comme ça de régularisation spontanée qui sont effectuées par cycle sur l'année qui permettent justement de régulariser les dossiers. Et enfin, donc, le petit slide là pour vous sensibiliser sur le fait qu'il est possible directement sur le CAF.fr, sur l'appli mobile, d'effectuer donc un remboursement en lien avec une dette auprès de la CAF, soit par carte bancaire, soit par prélèvement automatique. Donc, maintenant sur le cœur du sujet, par rapport à la politique de contrôle. Donc, ce qu'on peut dire, sur l'année 2024, sur les 215 millions d'euros qui ont été versés à 31 000 allocataires, ça couvre quand même 75 000 habitants, sur tout le département, pour une prestation de la CAF. Donc, il y a une politique forcément de contrôle qui est menée en réponse au système déclaratif.
Donc cette politique de contrôle-là, elle est importante pour vérifier et sécuriser les données qui ont été déclarées afin de verser les droits justes et garantir donc la bonne utilisation des fonds publics et donc de préserver notre système de solidarité. Donc sur les moyens qui sont déployés pour cette politique de contrôle, donc on a plusieurs types pour ces contrôles-là. Donc on a la détection des incohérences, on a aussi tout ce qui est risque attaché au dossier, donc ça va être le data mining, de la fouille de données, on y reviendra juste après, et les signalements internes ou externes. Donc sur les incohérences qui sont détectées via les échanges de données informatiques, donc on a les partenaires comme France Travail ou la DGFiP notamment, donc qui sécurisent soit les situations professionnelles, soit les ressources. Et sur l'année 2024, ça représente quand même presque 100 000 échanges de données informatiques. Et juste aussi, en parallèle, on a un service national de lutte contre la fraude à enjeu au niveau de la branche famille qui a été créé en 2021, qui lui va être concentré uniquement en fait pour détecter des fraudes à enjeu qui permettent en fait de sécuriser en amont en fait pour éviter les situations donc d'usurpation d'identité et de création de faux dossiers CAF. Donc, sur le data mining, donc, qui est le risque attaché au dossier, ça, on l'a déjà évoqué par le passé, hein, c'est de l'analyse statistique d'une très grande quantité de données. Il y a une création d'un modèle et les dossiers sont comparés en fonction du score qu'ils peuvent avoir. Un contrôle est priorisé ou non sur le dossier. Ensuite, on a les signalements internes. Donc, c'est des situations qui sont atypiques, qui sont détectées par les gestionnaires conseillers allocataires lors de la liquidation des dossiers ou de la vérification du dossier. Et on a aussi les signalements externes, donc comme les dénonciations ou les situations qui sont communiquées par vous en tant que partenaire, qui donnent lieu donc à des contrôles effectués, soit sur pièce, soit sur place. Donc, les contrôles sur pièce consistent à vérifier tout ou partie de la situation de l'allocataire, donc en consultation de portail partenaire, et à défaut aussi, enfin pas à défaut, on effectue également en parallèle donc, des appels de pièces pour confirmer les données auprès de la locataire. Et sur l'année 2024, ça représente 4 703 contrôles sur pièces. Et enfin, dernière modalité de contrôle, donc on a le contrôle sur place qui vise donc les dossiers les plus risqués. Et là, le contrôleur va s'assurer de l'exactitude des informations qui ont été transmises par les allocataires. Donc pour ça, il dispose des mêmes moyens que le contrôle sur pièce, à savoir la consultation de portail, mais qui est enrichi lien donc avec pas les pouvoirs, mais en lien avec comme on dit, un peu des pouvoirs dont dispose le contrôleur, donc avec des accès élargis, notamment sur le fichier des comptes bancaires et les déclarations préalables à l'embauche, donc qui est un portail de l'URSSAF. Et en parallèle, donc, il dispose d'un droit de communication qui lui permet d'accéder directement aux informations d'organismes privés comme les employeurs, les fournisseurs d'énergie, les mairies éventuellement. Et donc sur l'année 2024, 2 contrôleurs ont été mobilisés donc, à cette activité-là, sur le contrôle sur place. Et ça représente 78 rappels pour un montant total de 180 000 euros et 129 adus pour 1 23 000 euros donc de détecter. Je sais pas, on la tente ou pas? On peut la tenter. On va vous diffuser une petite vidéo. À voir. Je sais pas si vous allez avoir le son. Vous la voyez la vidéo? Vous entendez? Non, il faut que tu recommences le partage du coup, que tu te mettes sur la vidéo. Oui, S'il te plaît. Alors on a la vidéo, mais on n'a pas le son.
parfois en leur faveur, ce qu'on appelle les rappels, ou parfois en leur défaveur, ce que l'on appelle les indus. Notre système de déclaration des données est basé sur la confiance. Mais attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. Les CAF ont mis en place un certain nombre d'actions de prévention des erreurs. Elles encouragent les allocataires à déclarer le moindre changement dans leur dossier. Séparation, naissance, changement d'activité, cela évite beaucoup d'erreurs. Déjà, il faut savoir que la CAF n'agit pas seule. Elle a beaucoup d'échanges avec ses partenaires comme les impôts, Pôle emploi, les autres organismes de sécurité sociale, mais aussi les fournisseurs d'eau, d'énergie ou encore la gendarmerie. Il existe 3 types de contrôles. Les contrôles automatisés, où on va vérifier que les informations déclarées à la CAF sont les mêmes que celles déclarées chez nos partenaires. On a aussi les contrôles dits sur pièce, où la CAF va réclamer aux allocataires des pièces justificatives pour vérifier l'exactitude des informations transmises. Et enfin, les contrôles dits sur place, sur le terrain, directement au domicile des allocataires, avec l'aide des 700 contrôleurs de la CAF. Par ailleurs, la CAF s'est dotée d'une cellule spécialisée dans la lutte contre la fraude de grande ampleur, dite à enjeu. Elle est composée de 30 contrôleurs, gendarmes ou encore spécialistes de la donnée. Dans les cas les plus graves, une procédure pénale est engagée. L'allocataire risque jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Dans le cas d'escroquerie en bande organisée, il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 1 million € d'amende. Il y a le son. Ouais. Donc après cette petite vidéo, donc juste un rappel sur la loi ESSOC qui a instauré donc le droit à l'erreur, mais ça on l'a évoqué un petit peu plus en amont, pour dire que donc sur oops.gouv.fr, donc il y a la possibilité de voir les motifs principaux d'erreur. On va enchaîner tout de suite sur la commission administrative des fraudes. Tu veux que j'aille ? Ouais. Donc, la commission administrative en fait, des fraudes qui permet de qualifier l'intention frauduleuse. C'est une instance qui est collégiale, qui propose en fait au directeur donc les dossiers sur lesquels on va qualifier l'intention frauduleuse. Et il y a 3 natures de sanctions qui sont possibles, qui sont examinées en fonction de la typologie de la fraude, le montant du préjudice détecté, la situation du débiteur au niveau de sa solvabilité, et aussi s'il est en situation de récidive ou non. Donc 3 types de sanctions, l'avertissement, la pénalité financière et la poursuite pénale. Donc, sur l'année 2024, concrètement, il y a eu 111 dossiers qui ont été reconnus comme fraude avérée, pour un préjudice global de 1 086 025 €. On se rend compte que depuis l'année 2021, on est en constante évolution sur le préjudice financier, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a beaucoup plus de fraude dans le département, c'est simplement lié au fait qu'on identifie de mieux en mieux les risques dans la gestion de nos dossiers. Comme on les détecte plus, forcément, ça a une incidence financière plus importante. Donc c'est en lien avec la récupération des données automatiquement via nos partenaires. Et donc à terme, on pense que ça devrait minimiser la détection d'indus frauduleux. Et aussi, la lutte contre la fraude s'inscrit dans une démarche partenariale, donc avec des échanges d'informations avec des partenaires, notamment dans le cadre du comité opérationnel départemental antifraude, où tous les organismes sont amenés à échanger des informations pour sécuriser leurs risques. Et en 2024, donc, la CAF de la Haute-Marne a répondu à 335 demandes de renseignements de partenaires en matière de lutte contre la fraude et a émis 110 signalements auprès des partenaires. Donc, sur les dossiers qui ont été qualifiés sur l'année dernière, donc comme on l'a évoqué, il y en a eu 111. Donc, la majeure partie des fraudes concerne les minima sociaux de manière cohérente avec la prise en compte des ressources dans le calcul de ces prestations. Donc, de l'ordre de 53%
c'est les minima sociaux. Et le RSA, dedans, représente une part importante puisque c'est quasiment 52%. Ensuite, on a le logement avec quasiment 14% et les autres prestations un peu plus, qui représentent quand même 33%. Sur les fraudes donc, qui sont qualifiées, elles se répartissent sur 2 critères principalement, donc qui représentent 90%, c'est l'omission totale ou partielle de déclaration de ressources et la vie maritale. Donc, ça correspond à 2 conditions d'ouverture de droit, donc qui influent de manière forte sur le montant des prestations, notamment donc, les minima sociaux, le RSA, la PPA, l'AH, et qui relèvent donc, du déclaratif des allocataires. Sur les sanctions qui ont été prononcées sur l'année dernière, donc 14 avertissements, 97 pénalités administratives pour un montant moyen de 543 €. Et les dépôts de plainte donc, qui représentent 11 dossiers sur l'année 2024. Et l'importance en fait, de sanctionner les dossiers fraude, elle est double pour nous, puisque ça empêche la possibilité d'une remise de dette par la commission de recours amiable. Et ça empêche également le fait d'effacer cette dette-là par le biais d'une procédure de surendettement. Je peux passer à la slide suivante. Ça, c'est éventuellement pour rebalayer quelques fake news, notamment sur le fait que par rapport au contrôleur de la CAF, donc il a accès à toutes les informations qu'il souhaite à la suite des allocataires, donc faux. Les informations qui sont à disposition sont en lien avec ce qui est fourni déjà par les allocataires. On a évoqué tout à l'heure qu'il y avait effectivement les droits de communication qui étaient possibles, mais les usagers sont informés en fait de cette pratique. Un allocataire peut-il être contrôlé plusieurs fois? C'est vrai. S'il n'y a pas eu d'incohérence de détecter, le contrôle via la fouille de données est neutralisé pendant une période de 12 mois. Par contre, à l'inverse, s'il y a eu des incohérences de détecter, il est possible d'être contrôlé dans les 12 mois qui suivent. Donc avec le droit à l'erreur, tout le monde peut dire qu'il s'est trompé, il n'a rien à rembourser. C'est faux, hein, même si la loi ESSOC elle instaure le droit à l'erreur. Ça n'empêche pas que s'il y a une régularisation du dossier par la suite, que l'usager est astreint donc, à rembourser donc, la dette qui a été notifiée. Ensuite, la politique de contrôle consiste uniquement à lutter contre la fraude. C'est faux. Les contrôles servent à garantir le paiement à juste droit. Lors des contrôles sur place, par exemple, l'ensemble de la situation est examiné. Ça permet de garantir le paiement du juste droit, mais de garantir aussi toutes les sommes dues à l'allocataire. Donc ça peut concerner soit un rappel, soit un indu. Et on l'a vu avec le bilan sur les contrôles, c'est quasiment 200 000 € de rappel sur l'année 2024 sur les, je ne sais plus combien de contrôles, on l'a évoqué, j'ai oublié le chiffre. 114, 114, je ne sais plus. Et enfin, donc, les allocations sont suspendues pendant le contrôle. C'est faux, hein, il n'y a pas de suspension automatique dès lors qu'un contrôle se déclenche. La suspension se déclenche en cas d'inaction de l'allocataire, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à ses devoirs quand on lui réclame donc, des pièces justificatives. Amandine ? Alors, je vais faire un point du coup sur la politique de contrôle en action sociale. Alors, donc, dans le cadre de son action sociale, la CAF, elle va financer les acteurs de territoire qui sont engagés dans le développement des services aux familles. Donc, le contrôle des équipements et des services qui sont financés par la CAF au titre de leur action sociale fait partie des missions de la branche famille. Donc, ces contrôles, ils vont assurer une rigueur de gestion qui va être indispensable compte tenu des enjeux financiers et de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Il constitue donc la contrepartie d'un système déclaratif en permettant de détecter les transmissions de données qui vont être erronées. Ça va permettre également de repérer les justes droits, d'ajuster le financement et de mettre en œuvre des mesures correctives et des procédures de conseil et d'accompagnement qui affèrent à la réglementation qui est en vigueur. Donc, les contrôles de ces équipements, ils participent ainsi à l'optimisation du fonctionnement des structures et des services aux familles. Donc, la CAF de la Haute-Marne va mobiliser des conseillers territoriaux qui vont être là pour accompagner et suivre la mise en œuvre des recommandations qui sont notifiées par le contrôleur au gestionnaire d'équipements. Donc, les objectifs des contrôles et des équipements sociaux, donc ça va être d'assurer la fiabilité des données fournies et du respect des engagements qui sont contractés par le partenaire avec la CAF,
vérifier la bonne destination des fonds et la qualité du service et contribuer à la mise en place d'actions de prévention, de conseil et d'accompagnement au regard des éléments réglementaires qui vont être incompris ou peut-être mal maîtrisés. Et ça va permettre également de participer à l'optimisation du fonctionnement des équipements. Donc, toute structure qui va bénéficier d'une prestation de service de la CAF va pouvoir faire l'objet d'un contrôle. Et la Caisse nationale des allocations familiales, elle fixe un objectif annuel en masse financière des équipements concernés. Auparavant, c'était un nombre d'équipements qui devaient être concernés. Maintenant, c'est en masse financière. Donc, pour compléter ce plan, des contrôles nationaux sont déterminés également suite à une requête informatique qui s'appuie sur des critères d'évolution de l'activité et du budget des structures. Donc, par ailleurs, les techniciens conseils et les conseillers techniques vont signaler éventuellement des structures qui rencontrent des problèmes particuliers, comme des défauts de transmission de documents, une incompréhension de la réglementation, des difficultés administratives ou autres. Donc, l'objectif qui était fixé pour la CAF de la Haute-Marne en masse financière pour 2024, ça s'élevait à 960 000 €. Donc, la CAF de la Haute-Marne a effectué 13 contrôles sur place d'équipements et structures, donc pour un montant de 960 642 €. Pour 2025, cette masse financière, voilà, elle est un petit peu plus élevée, à 1 030 000 €. Et il y aura donc 15 contrôles qui seront effectués au cours de l'année 2025, donc par le contrôleur Action sociale. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire partenaire. Est-ce que vous avez des questions, des actions si vous voulez? Même sur d'autres choses, hein, sur d'autres points qu'on a pu évoquer sur ce webinaire, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Non ? Bah écoutez, il reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Ah, si. Ouais, je crois que c'est celle depuis le début. Mais je pense que la main levée, ouais, c'est Ouais. celle qui est levée depuis le début. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, on vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.